C'est comme si l'OVNI avait été attiré par quelque chose. Notre but est de répondre à l'une des questions les plus importantes du monde. On a une concentration de signalements d'OVNI. Est-ce qu'il y a eu contact? Est-ce que les extraterrestres existent? On dirait un labo. Plus on avance dans l'enquête, plus les réponses semblent inaccessibles. Ohé! Je vois pas cette île sur la carte. Elle abritait un projet secret et elle est abandonnée depuis 50 ans. J'ai l'impression que les gouvernements du monde entier nous cachent quelque chose. C'est un document déclassifié. Ils ne pensaient pas qu'il deviendrait public. Avec la CIA, j'ai compris l'impact que pouvaient avoir les secrets. On mérite de connaître la vérité, mais il va falloir qu'on la découvre tout seul. On dirait des bunkers. Ça a été conçu dans un but précis. On devrait y être dans 5 minutes. Ok. Dans le cadre d'une enquête visant à attester un contact extraterrestre avec notre planète, l'agent de renseignement des Marines Nick Carnesi et l'astrophysicienne et journaliste Sarah Credas sont en mission à Carnero, au Kansas. On était sur un site où un OVNI se serait posé. Et juste à côté, on a une concentration de signalements d'OVNI. Ouais. Au début, ça pouvait sembler dingue, cette histoire. Mais maintenant, on a des preuves scientifiques. La terre du cercle de Delphos n'absorbe pas l'eau. Suite aux preuves recueillies à Delphos, au Kansas, à l'endroit où un OVNI se serait posé, Mike et Michael ont identifié une concentration de signalements d'OVNI. Qu'est-ce qui se passe à Carnero? Une concentration réunie sur un périmètre de 8 km² au Kansas. C'est suspect qu'on ait un potentiel atterrissage à Delphos. Et à 2 pas de là, des objets volants à basse altitude. On ne peut rien affirmer avant d'avoir examiné le terrain et trouvé un lien avec ces signalements. Les témoins ont parlé d'objets volants à basse altitude. Et ça fait étrangement écho au cercle de Delphos. Reste à savoir ce qui attire ces objets ici. On doit tourner ici. On est arrivé à la limite du périmètre. C'est désert. Il n'y a pas grand-chose par ici. Bon, On sort le drone? mais on va faire ça. Donc, la zone commence ici et continue dans cette direction. Tous les signalements ont été enregistrés par là-bas. On dirait un champ ordinaire, mais on parle de 8 km², donc on ne peut pas tout voir. Le mieux, c'est de laisser le drone cartographier la zone. Ça nous donnera une meilleure idée de ce à quoi on a affaire. Ok. Cool. Le drone va dresser une carte qui nous aidera peut-être à comprendre pourquoi des ovnis volaient à basse altitude ici. Ok. Il ne reste plus qu'à définir le périmètre de recherche. Tu peux élargir la zone? Ouais, bien sûr. Voilà, c'est prêt. Capture d'image en cours. Allez! Ce drone à la pointe de la technologie survole le périmètre avec précision tout en prenant des millions de photos de chaque centimètre carré du terrain, afin de créer une représentation en 3 dimensions. Ça ira beaucoup plus vite que si on le faisait à pied. Retour à la base. Après 8 passages au-dessus de la zone de 8 km², le drone a accompli sa mission. Bingo! Alors... C'est bon? Ouais. Voyons voir ce que ça donne. Donc, on a notre représentation du terrain, et elle est en 3D, donc on peut distinguer les arbres, par exemple. On va commencer par un coin et avancer petit à petit. Tu vois la limite des arbres? Il y a un sentier qui la traverse. Je vais dézoomer un peu. Ensuite, on a des champs labourés. Pour le moment, je vois que des terres agricoles, des pâturages et des arbres. C'est quoi ça?
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est intéressant. C'est une plateforme circulaire en béton. On dirait une plateforme d'atterrissage. Il n'y a rien dessus. Je vais changer d'angle de vue. C'est dingue. Regarde ça. On peut zoomer un peu? Ouais. C'est quoi ces deux carrés juste là? On dirait une autre plateforme en béton et une espèce de structure. Donc, on a une plateforme en béton. Je vois pas d'habitation, il n'y a rien autour, même en dézoomant. Je vois pas de vraie route dans le coin. Qu'est-ce que ça fait là? C'est vraiment bizarre. On a repéré une plateforme en béton sur la carte, et ce qui est étrange, c'est qu'elle se trouve au milieu de nulle part, et qu'il n'y a rien qui explique sa présence. Étant donné qu'elle se trouve pile à l'endroit où il y a eu tous les signalements, je me demande si elle a eu un quelconque rapport avec ces signalements d'OVNI et avec le cercle de Delphos. Ce n'est pas vraiment ce que tu t'attends à trouver au Kansas, au milieu d'un champ. Et il n'y a rien d'autre autour. Il faut qu'on y aille. On a des nouvelles de l'Argentine. Au centre de contrôle, l'enquêteur Mike Cole et l'analyste Michael Livingstone étudient les données recueillies par l'équipe à Bariloche, en Argentine. En 1995, des pilotes ont déclaré qu'un ovni s'était posé dans l'enceinte de l'aéroport et avait provoqué une panne de courant. Il y avait un objet dans le ciel, mais il n'apparaissait pas sur leur radar et ne répondait pas aux communications. Et au même moment, il y a des empreintes qui sont apparues au sol dans l'enceinte de l'aéroport. Qu'est-ce que ça veut dire? Un cercle est brûlé dans le sol plus ou moins au même moment où un témoin déclare avoir vu un ovni dans le ciel. Ces deux événements sont forcément liés. Oui, ce n'est pas un hasard. Et au même moment, il y a une coupure de courant dans toute la ville? La cause n'a jamais été déterminée. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce phénomène? Une IEM? Une impulsion électromagnétique aurait impacté tous les appareils électroniques aux alentours, y compris ceux des avions en vol. Il y aurait eu des crashs. Mais ça n'a pas été le cas. Donc ça ne peut pas être ça. Ce phénomène reste inexpliqué. Mais il n'y a pas qu'un seul témoin. On a plusieurs témoins qui étaient au sol. Et plusieurs pilotes. Et l'un d'entre eux, Roré Polanco, a interagi avec l'objet. Et il a volé à côté de lui. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un ovni? D'un objet piloté par une intelligence extraterrestre qui s'est volontairement posé sur la surface de notre planète? On va demander à Paul et Kawa d'essayer de retrouver ce pilote, Roré Polanco, pour qu'il puisse leur raconter sa version des faits. Il faut qu'on creuse cette piste pour obtenir plus d'informations. Oui. C'est beau? On a une vue incroyable d'ici. On voit tout le lac et la ville. Le journaliste d'investigation Paul Piban, le béret vert Kawa Mallet et leur interprète Dario Amari sont dans les montagnes de la Patagonie pour rencontrer Roré Polanco. Il s'agit du pilote du Boeing 737 qui a manqué de percuter un ovni en tentant d'atterrir à Bariloche. Il va pouvoir nous dire comment ça s'est passé et ce qu'a fait l'OVNI. On parle d'un pilote expérimenté qui a des années de carrière derrière lui. Et apparemment, son avion s'est retrouvé juste à côté d'un OVNI. C'est incroyable comme histoire. C'est une première pour nous. C'est sûrement le témoin le plus important qu'on ait interrogé jusqu'à présent. Hola. ¿Cómo va? Hola. On aimerait que vous nous racontiez votre rencontre avec cet ovni au-dessus de l'aéroport de Bariloche. Llevo 150 pasajeros, es un avión de 80 toneladas. Comienza todo allí, en la vertical del aeropuerto. Alors qu'il était en approche, il a vu une lumière vive. Est-ce que cet objet avait une forme particulière? Plato de sopa invertido. Une soucoupe? Une soucoupe à l'envers. Il a appelé la tour de contrôle pour leur demander s'ils savaient ce que c'était. Et ils lui ont répondu qu'ils ne détectaient aucun autre aéronef. A partir de ese momento es cuando el ovni me forma y se pone al lado acompañándome en el descenso. Il volait à quelle distance de votre avion? No más de 30 a 40 metros. C'est presque rien. Quand il est arrivé près de l'aéroport, il y a eu une panne de courant, donc il a dû interrompre l'atterrissage et remonter. Et c'était dû à quoi?
Il n'a pas d'explication. Pendant que l'avion reprenait de l'altitude, l'OVNI est remonté à 10 000 pieds. Et c'est précisément l'altitude que Jorge voulait atteindre pour rejoindre la piste. C'était comme si l'OVNI avait toujours une longueur d'avance sur lui. Imaginez que vous soyez à bord d'un avion, à côté d'un appareil hyper sophistiqué, qui peut atteindre des vitesses incroyables et qui suit tous vos mouvements. Ça doit être terrifiant. Jorge Polanco utilise une carte aéronautique pour expliquer à l'équipe les déplacements de l'OVNI. Este es el aeropuerto, este es mi avión y este es el ovni. Esta es mi trayectoria. Jorge a survolé le lac de Bariloche à 10 000 pieds d'altitude en attendant les instructions de la tour de contrôle. Hasta aquí. Y el ovni desde aquí se trasladó a una velocidad fantástica hacia el centro del lago. Juste là? Aquí, allá, ya. Il faisait quoi d'après vous? Estaba esperando a mí. L'OVNI planait au-dessus du lac, comme s'il défendait son territoire, comme s'il protégeait quelque chose qui se trouvait au niveau du lac. Sí. Ça paraît dingue, mais c'est peut-être le lac. Todavía me lo estoy preguntando. Il a appris plus tard que ça fait des années qu'il y a des signalements au-dessus du lac. L'OVNI volait à la même altitude que l'avion, comme une escorte militaire le ferait dans un espace aérien ennemi. C'est comme s'il protégeait le lac. Et ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de lacs qui attirent les ovnis. Au cours de l'enquête, l'équipe a découvert que de nombreux ovnis avaient été signalés aux abords de lacs au Chili, où plusieurs milliards de litres d'eau ont disparu en une nuit et où d'étranges cercles se formaient à la surface en hiver. Que fait la NASA au Chili? Pourquoi les ovnis sont attirés par les lacs à travers le monde? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Bonjour. Super, merci. Il faut qu'on arrive à expliquer la rencontre hallucinante qui a eu lieu entre cet ovni et cet avion. Qu'est-ce qui fait que cet endroit et ce lac sortent du lot? Kawa a une carte avec la trajectoire de l'avion. On s'est basé sur ce qu'on nous a dit sur l'endroit où l'OVNI s'est arrêté au-dessus du lac. Et on a mis ces coordonnées en parallèle avec d'autres trajectoires d'avions aux abords de l'aéroport. On espère que ça va nous permettre de mieux comprendre ce qui a poussé cet OVNI à protéger cette zone. Notre objectif, c'est d'aller à l'endroit où l'OVNI planait pour voir si on remarque quelque chose qui sort de l'ordinaire. Luis Mencilla amène l'équipe à 8 km des rives du lac Nahuel Huapi pour rejoindre l'endroit exact que l'OVNI semblait protéger. Ça va nous prendre au moins une demi-heure pour parcourir cette distance, alors que l'OVNI, lui, a mis moins d'une seconde. Quand l'avion est arrivé là et que l'OVNI a vu qu'il retournait vers l'aéroport, il a foncé dans cette direction. C'est peut-être une frontière que l'OVNI ne voulait absolument pas que l'avion franchisse. Donc il y a peut-être quelque chose caché derrière cette ligne, derrière cette frontière, qu'il voulait protéger. Oui. On est pile poil au niveau des coordonnées où on pense que l'OVNI se trouvait. Pourquoi il s'est arrêté ici? Cette île n'est pas sur la carte. Je ne vois pas cette île sur la carte. C'est bizarre. Ce que je trouve étrange, c'est qu'elle se trouve pile sur la trajectoire de l'OVNI. Luis, c'est quoi cette île? Es la isla Huemul. 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 Nadie vive ahí. Hace mucho tiempo está abandonado. L'équipe découvre une île de 80 hectares au beau milieu du lac, à seulement quelques dizaines de mètres de l'endroit où l'OVNI planait en 1995.
Cette île se trouve sur la trajectoire de l'OVNI. Il faut qu'on détermine si elle peut être à l'origine du comportement de l'OVNI. C'est quoi l'histoire de l'île? Aquí el gobierno realizaba proyectos secretos. Elle abritait un projet secret et elle est abandonnée depuis 50 ans. Secret? Un projet secret? Ouais. Quel genre de projet? Suceden cosas extrañas ahí. Donc, on est en train de parler d'une île abandonnée, en plein milieu d'un lac, en Patagonie. Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Il faudrait qu'on parvienne à déterminer s'il y a une corrélation entre l'OVNI et cet endroit. Luis, vous pouvez nous amener sur l'île? On peut y aller. Sí, puedo llevarlo, pero no es una buena idea, ¿eh? Il peut vous déposer, mais lui, il n'ira pas. Ok, c'est parti. Allez, Il faut qu'on y aille pour voir s'il y a des indices qui peuvent nous éclairer. laisse-moi t'aider. Merci. Regarde. Démarche. C'est bizarre, non? Ouais, qu'est-ce qu'elles font là? C'est étrange. Regarde ça. C'est bizarre. On doit prendre la prochaine à droite. L'agent de renseignement des Marines, Nick Carnesi, et l'astrophysicienne et journaliste Sarah Credas sont à Carnero, au Kansas, pour rejoindre une structure située dans un périmètre où de nombreux ovnis ont été signalés ces dernières décennies. On essaye de retrouver la structure qu'on a découverte grâce au drone, pour déterminer si elle a un rapport avec les nombreux signalements qui ont été enregistrés ici. On n'est pas loin, mais on ne peut pas continuer en voiture. C'est une clôture, ça? Voyons voir ça. C'est loin? 1 kilomètre. Bon, on y va à pied. On va couper par là. Défense d'entrée. Ça ressemble à une clôture du gouvernement. C'est abandonné depuis un moment, on dirait. C'est pas vraiment entretenu. On va faire le tour pour voir s'il y a une autre entrée. C'est à l'abandon. Donc ici, c'est la plateforme en béton qu'on a vue sur les images du drone. Ça ressemble à un héliport. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sarah? Quoi? Viens voir. Il y a au moins 30 cm de béton et une profondeur de près de 3 mètres. C'est pas qu'une simple dalle en béton. Oh oui. Vu les toiles d'araignée, ça fait longtemps que personne n'est descendu par ici. C'est au milieu de nulle part, dans une zone où beaucoup d'ovnis ont été signalés. C'est peut-être une espèce de bunker, mais il faut qu'on entre à l'intérieur pour en savoir plus. Bon, je me lance. Tu peux me passer mon sac une fois que j'y suis, Doc? C'est étroit. Ok, merci. Ça va? Tout va bien? Ouais, Je peux descendre? ouais, vas-y.
Tiens, allez, c'est parti. On est où? Regarde. Des lits. Oh ouais. C'est très étrange. On a une structure qui est extrêmement solide et conçue pour résister. Mais à l'intérieur, on ne retrouve que des meubles et des objets du quotidien qui sont tout abîmés. Ce sont les signalements d'OVNI qui nous ont mis sur cette piste. Reste à savoir pourquoi. On dirait un bunker où quelqu'un se réfugierait en attendant la fin du monde. Ça fiche la trouille. Il y a un autre étage. Toi d'abord. Regarde. On dirait une porte blindée. C'est du matos de l'armée. C'est lourd. Elle est épaisse. Elle fait combien? 15 cm. On dirait un labo. Je sais pas, mais c'est du solide. C'est industriel. Ça s'ouvre? Oh wow. On dirait des batteries. Il y a des circuits, des interrupteurs, des câbles. Je crois que j'ai trouvé le disjoncteur. C'est dingue! Il y a une quinzaine de mètres. Je pense que c'est un silo à missiles nucléaires hors service. Les portes s'ouvrent là-haut et c'est ici qu'ils entreposaient le missile. Ça court sur des dizaines de mètres. L'équipe découvre le silo d'un missile Atlas F, l'un des 12 construits au Kansas dans les années 1960. En pleine guerre froide, les États-Unis ont construit plus de 1000 silos nucléaires capables de lancer des missiles balistiques partout dans le monde. Aujourd'hui, nombre de ces silos ont été transformés en habitations. Elle est à quelle distance, l'eau? On va bientôt le savoir. J'ai une fusée éclairante. Elle n'est pas étanche, donc je vais attacher un bâton lumineux dessus. T'es prête? Ouais. Ok. Regarde, on voit la lumière qui continue de descendre. C'est hyper profond. Ouais, je m'attendais pas à trouver ça ici. C'est immense. Oui, mais est-ce que c'est une coïncidence qu'il y ait eu ces signalements? Ou tout le contraire. Le fait que les signalements nous aient conduits ici prouve que cette structure a une importance. Mais pour l'instant, il reste encore beaucoup de questions en suspens. Regarde. Des marches. C'est bizarre. Ouais, qu'est-ce qu'elles font là? C'est étrange. Paul et Kawa explorent une île abandonnée au centre du lac de Nahuel Huapi à Bariloche, en Argentine. D'après les habitants, elle aurait abrité un projet confidentiel du gouvernement. Et en 1995, des témoins ont déclaré avoir vu un objet mystérieux planer au-dessus de l'île. On dirait un sentier abandonné. Cet ovni aurait survolé l'île comme s'il défendait son territoire et protégeait quelque chose. Mais qu'est-ce qui l'a attiré à cet endroit précis? Regarde ça. C'est bizarre. Ouais. À 200 mètres des côtes de l'île, l'équipe découvre une structure désaffectée. C'est immense. On va voir à l'intérieur. Ok.
Ils font quoi ces murs? 1 mètre d'épaisseur? De quand elle date, cette structure? Aucune idée. On dirait une sorte de hangar, mais pour entreposer quoi? Dans tous les cas, c'est du solide. T'as vu ces barres d'armature? Ce n'est pas un bâtiment ordinaire. Ça a été conçu dans un but précis. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est l'épaisseur des murs et toutes les armatures utilisées. Ce bâtiment devait servir à abriter quelque chose ou à se protéger. J'arrive pas à comprendre ce qu'ils fabriquaient ici. Regarde, il y en a un autre. C'est quoi ce truc? Je sais même pas si c'est une maison ou un local. Non. Il y avait des grosses machines ici. On dirait une espèce de salle des machines qui abritait des générateurs, peut-être. Ça ressemble aux dalles sur lesquelles on pose les générateurs, avec ces tiges filetées pour les fixer. Ça doit faire une 30aine d'années que ça a à l'abandon. Regarde la taille de cet arbre. Si tu penses qu'il y avait des générateurs, est-ce que c'était pas une centrale électrique? Si cette salle était remplie de générateurs, ils devaient produire un paquet d'électricité. Pourquoi? Difficile à dire. On n'a aucune idée de ce que c'est. Si on fait abstraction de la végétation qui a poussé depuis, on a une salle très haute de plafond avec des grosses machines un peu partout. Mais il n'y a rien qui nous explique ce que le gouvernement faisait ici. Oh la vache, encore un. Il s'est effondré. Ouais, on dirait qu'il a été démoli. C'était du solide aussi. C'est incroyable. C'est complètement démoli à l'intérieur. Il n'a pas été simplement laissé à l'abandon. On a volontairement détruit ce bâtiment. Il y a de la plomberie. Ouais, il y a des tuyaux et des câbles. C'était peut-être une espèce de laboratoire, je sais pas. C'est possible, ouais. J'arrive à apercevoir des sortes de réservoirs raccordés à des tuyaux au mur. On dirait une construction militaire. Un local qui pourrait résister à une attaque au mortier ou au lance-roquettes. Ouais, et on dirait qu'il a été conçu pour abriter quelque chose. Est-ce que tu penses que ça a un rapport avec le fait que l'OVNI survolait l'île? Je vais prendre des photos. On va faire au mieux. On est sur un projet high-tech. Sur l'île de 80 hectares se trouve un total de 12 bâtiments désaffectés. Des fûts. Renforcés? Aucune idée. On a des structures hyper résistantes conçues pour durer. Même les fûts qu'on a trouvés sont en acier massif. Ça soulève tellement de questions. À quoi servaient ces structures et pourquoi les avoir abandonnées? L'équipe se dirige vers le nord de l'île pour explorer un bâtiment qui semble être un bunker démoli. On dirait que c'était un labo. Je vais prendre des photos. Ouais, vas-y, éclaire-le. Ouais. C'est bizarre, on a des isolateurs électriques en céramique, des plateformes en béton avec des espèces de rails, une fosse septique ou un truc du genre. Je comprends rien. J'ai l'impression que c'est une espèce de laboratoire fortifié. Vu les isolateurs, ils devaient produire une quantité incroyable d'électricité. Ça devait être un projet conséquent et important. Toutes ces infrastructures sont hyper solides. On dirait des bunkers. Mais est-ce que tout ça a un quelconque rapport avec les signalements d'OVNI? On se trouve pile poil à l'endroit que l'objet survolait. Faut qu'on détermine ce qui s'est passé là-bas. Bonjour, ça va? Enchanté. De même. Paul et Kawa ont rendez-vous avec Federico Palma, un historien et documentariste qui a fait de nombreuses recherches sur l'île. On va descendre le sentier. Federico les conduit vers les rives du lac de Bariloche. Faut qu'on détermine ce qui s'est passé sur cette île. À quoi servaient tous ces bâtiments? Et s'il y a un lien entre cet endroit et la présence d'OVNI?
Et voilà. Il se passait quoi là-bas? L'île abritait le projet Wemoul, un immense projet de développement nucléaire. C'était un projet dirigé par le scientifique Ronald Richter qui cherchait à réaliser ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Rien que ça. Vous êtes allé sur l'île? Ouais, et on a essayé de comprendre à quoi servaient tous ces bâtiments éparpillés un peu partout. Donc en gros, c'était un projet nucléaire confidentiel. C'est ça. Il consistait en quoi? Ronald Richter voulait reproduire le fonctionnement du Soleil en travaillant sur la combustion d'hydrogène. L'idée, c'était d'obtenir une source d'énergie inépuisable grâce à cette technologie. La fusion nucléaire, c'est une sorte de Graal dans le monde de la production d'énergie. C'est un peu l'énergie divine. On ne tombe pas sur des sites nucléaires tous les jours. Et le fait qu'il y en ait un pile à l'endroit où nous a conduit l'OVNI, c'est une information capitale pour nous. Le gouvernement a fini par abandonner le projet parce qu'ils se sont rendus compte que tout l'argent qu'ils donnaient à Richter n'était pas vraiment... Le projet n'avait pas le succès escompté. C'est vrai que le projet en lui-même a échoué. Mais c'est grâce à lui qu'une toute nouvelle ère de développement nucléaire a vu le jour en Argentine. Tous les équipements qui se trouvaient sur l'île ont été acheminés ici pour créer un nouvel institut qui a permis d'accomplir de grandes choses et qui continue encore aujourd'hui. Donc, il y a un nouveau site nucléaire ici. Oui. À moins de 3 km des bâtiments désaffectés, se trouve le centre atomique de Bariloche, un centre de recherche et de développement nucléaire encore en service. Donc, ils ont pris tous les documents et les équipements qu'il y avait sur cette île et les ont installés ici. On reste sur la trajectoire de l'OVNI. Et aujourd'hui, c'est un centre de recherche nucléaire. Oui, ce centre et le projet qui lui a donné naissance ont fait de Bariloche la capitale du nucléaire en Amérique latine. Et c'est ici que tous les jeunes scientifiques rêvent de venir pour avoir la chance de travailler sur un vrai réacteur. Et c'est accessoirement l'endroit où on enquête sur une rencontre incroyable avec un OVNI. On doit déterminer si la présence d'OVNI a un lien avec le nucléaire. Ouais. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces infrastructures, cette énergie nucléaire et la présence d'OVNI? Il y a un lien indéniable entre les signalements d'OVNI et les sites nucléaires. Regarde. Mike et Michael découvrent un document déclassifié du FBI datant du 23 août 1950, révélant qu'une corrélation entre les signalements d'OVNI et les sites nucléaires existe depuis le début de l'ère atomique. Des objets circulaires se déplaçant à grande vitesse, à proximité d'installations sensibles au Nouveau-Mexique. On y élaborait des armes en 1950. Les laboratoires nucléaires Los Alamos et Sandia. C'est un document déclassifié. Ils ne pensaient pas qu'il deviendrait public. S'il s'agit réellement d'extraterrestres, pourquoi seraient-ils intéressés par des sites nucléaires? Ils ont 3 mobiles possibles. L'observation, l'invasion et la conquête. Ce sont 3 bonnes raisons de s'intéresser à des installations qui renferment nos armes de défense. J'avoue que c'est légèrement inquiétant. T'as vu ça? Ouais, c'est dingue. C'est une installation nucléaire. Mike et Michael étudient les données envoyées par leurs équipes en Argentine et au Kansas. Nos 2 équipes sur le terrain, qu'elles soient en Argentine ou aux États-Unis, se sont toutes les 2 retrouvées face à des installations nucléaires. Est-ce que ce silo a un lien avec les ovnis identifiés par le logiciel? Je crois pas que ce soit le fruit du hasard. Mais on peut vérifier cette théorie en superposant les sites nucléaires des États-Unis et les endroits où des ovnis ont été signalés. L'équipe utilise le logiciel pour identifier tous les endroits où un OVNI a été signalé aux États-Unis ces 100 dernières années. La vache, ça fait un paquet de signalements. Regarde, New York, Détroit, Chicago, Los Angeles. Ça pourrait être une carte de densité démographique des États-Unis. Ça paraît logique qu'il y ait beaucoup plus de signalements dans les zones les plus peuplées. Parce qu'il y a plus de témoins potentiels. Mais là, des coins paumés dans le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Wyoming et le Montana. Ce sont des régions très peu peuplées, avec de grosses concentrations de signalements. Le logiciel recherche ensuite tous les silos nucléaires des États-Unis et les identifie sur la même carte. Boum.
Difficile de faire mieux. Les concentrations de signalement dans les régions faiblement peuplées correspondent aux emplacements des silos. C'est une corrélation directe. Ça prouve qu'il y a une concordance, un lien particulier entre les signalements d'OVNI et les installations nucléaires. S'il s'agit d'une intelligence extraterrestre, qu'est-ce qui l'attire vers ces missiles nucléaires? Les endroits qui renferment ces silos nucléaires font partie des sites les plus confidentiels et protégés qui existent aux États-Unis. Donc il pourrait très bien s'agir de drones qui survolent les environs pour protéger ces sites. Des appareils que les habitants ne seraient pas capables d'identifier. Sans compter que c'est précisément les sites nucléaires qu'un ennemi chercherait à espionner de la manière la plus confidentielle possible. Tu as raison. Il y a peut-être une explication terrestre à ces phénomènes. Mais on ne peut clairement pas nier qu'il y a des objets qui survolent ces silos à missiles. Ça nous laisse 3 possibilités. Il pourrait s'agir soit de nos propres appareils, soit d'un appareil ennemi en mission de reconnaissance, soit de quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, comme un objet extraterrestre. Tous ces silos se situent juste à côté de bases militaires. Si des appareils volaient au-dessus de ces sites, il doit y avoir une trace. On va faire une recherche dans les archives militaires. Ok. OVNI, nucléaire, militaire et silos. Sans limite de temps. Sans limite de temps et dans tous les États-Unis. Oui. Voilà les résultats. Il y en a pas mal. Ouais. Ouvre celui à 98%. Déclaration sous serment de Robert Salas. En mars 1967, un lieutenant de l'Air Force, basé à Malmstrom, a reçu un appel du contrôleur aérien. Un objet ovale produisant des lueurs rouges planait au-dessus de l'entrée principale. Les hommes ont dégainé leurs armes. Il y avait un appareil qui volait près de l'entrée d'un site nucléaire. Normal qu'ils aient été sur leur garde. Écoute ça. Les missiles ont été désactivés et ne pouvaient plus être lancés. On parle d'armes nucléaires. L'arme la plus destructrice de notre pays et de ceux du monde entier. Un seul de ces missiles peut détruire une ville. Et on a perdu le contrôle de 10 missiles placés les uns à côté des autres. En l'espace de quelques minutes, et tout ça s'est passé sur le pas de la porte de la base militaire de Malmstrom. Il y avait encore d'autres documents, non? Oui. Voilà un article qui concerne la base de Malmstrom. Il date de 2006. C'est récent. Un enquêteur de la CIA a signalé la présence d'un ovni près de Silo dans le Montana et ne croit pas la déclaration officielle qui stipule qu'il s'agissait d'un drone expérimental. Apparemment, ça date de quand il servait dans l'Air Force. Et ça l'a fait flipper. Il se passe clairement quelque chose près de la base de Malmstrom. Il faut absolument qu'on creuse le sujet. Est-ce qu'il s'agit d'un de nos aéronefs, d'un appareil ennemi ou d'un objet extraterrestre? S'il y a bien un témoignage que j'ai envie d'entendre, c'est celui de cet homme. Andrew Bustamante. On va faire revenir Paul Ekawa aux États-Unis pour qu'il l'interroge. Ça peut tout changer. Argentine, Kansas et Montana. C'est quoi le lien entre le nucléaire et les ovnis? Ouais. De retour aux États-Unis, Paul Ekawa se trouve aux abords de la base militaire de Malmstrom. À l'époque, ce terrain abritait plus de 200 silos nucléaires. On a un témoin hyper fiable à qui on va pouvoir poser la question. L'équipe a rendez-vous avec le capitaine Andrew Bustamante, un ancien enquêteur de la CIA qui a signalé la présence d'un ovni le 6 octobre 2006, alors qu'il était en charge des missiles nucléaires de la base de Malmstrom. Il est hautement qualifié. Bonjour. Andrew Bustamante. C'est le genre de témoignage qui peut faire la différence. Combien de temps est-ce que vous avez servi dans l'Air Force? J'ai été dans l'US Air Force pendant 9 ans. Je suis passé officier après 4 ans et peu de temps après, on m'a nommé responsable des 200 missiles qui se trouvaient dans le champ, juste ici. Racontez-nous un peu ce que vous avez vu ce jour-là. C'était en automne 2006. C'était un après-midi comme les autres, où on devait surveiller le parc de missiles. On parle de plus de 150 km du nord au sud, et la même chose d'est en ouest. C'est sur 36 000 km² qu'étaient répartis les 200 missiles nucléaires sous la supervision d'Andrew Bustamante.
On a des détecteurs de vibrations présents sur chacune des capsules qui renferment un missile. Les détecteurs de 4 de ces capsules, répartis sur une distance de près de 150 km, ont décelé des vibrations à la surface. Ça arrivait que ces alarmes se déclenchent, mais pas sur une distance aussi importante. Et certainement pas sur une période de temps qui impliquait que l'objet se déplaçait à une vitesse plus grande que celle à laquelle la plupart des aéronefs peuvent voler. Vous avez dû trouver ça bizarre. Sur une carte, j'ai reporté la trajectoire de l'appareil en question. Il a parcouru cette distance du nord au sud. On parle de quel laps de temps? Environ 11 minutes. Ça fait du 900 km/h s'il a parcouru 150 km en une dizaine de minutes. 900 km/h, c'est pas rien. Et ce n'était pas régulier. On s'attendait à ce que les détecteurs se déclenchent à une certaine fréquence, mais là, il y en a un qui se déclenchait, puis une pause, puis un autre. Ce qui a déclenché ces alarmes ne se déplaçait pas à une vitesse constante. C'était irrégulier. Oui, c'est ça. Je pense pas qu'un avion soit capable de faire ça. Que ce soit un hélicoptère ou un avion, ils peuvent pas s'arrêter net s'ils se déplacent à cette vitesse. Le comportement de cet objet ne correspondait à celui d'aucun appareil que nous connaissions en tant que responsable des missiles. On parle d'un des sites les plus sécurisés du monde, un parc de missiles nucléaires. Et on a l'officier qui était responsable de ces silos qui nous dit qu'il ne comprend pas ce qui a pu déclencher ces 4 détecteurs. Est-ce que ça pouvait être un objet extraterrestre? Est-ce que cette possibilité vous a traversé l'esprit? C'est tout à fait une possibilité. Je sais qu'il y a énormément de choses dans l'univers qu'on n'est pas à même de comprendre. Est-ce que l'armée a envisagé qu'un ovni soit à l'origine de cet incident? Je ne pourrais pas vous dire, mais quand on a signalé le problème, on nous a dit que c'était un drone expérimental, qu'il ne fallait pas s'inquiéter et qu'il gérait la situation. Qu'un drone ait déclenché ses détecteurs sur 150 km en si peu de temps, ça paraît pas logique. Et la façon dont ils ont réagi est intéressante. Vous auriez aimé en savoir plus, obtenir d'autres informations, mais on vous a dit, c'est un drone, point final. C'est sûr que ça m'a paru suspect. Jamais on ne testerait un aéronef militaire au-dessus d'une zone aussi sensible que celle-ci. Et je pensais qu'on communiquerait davantage d'informations à un officier. Quand j'ai quitté l'US Air Force, j'ai intégré l'agence centrale de renseignement. Et avec la CIA, j'ai compris l'impact que pouvaient avoir les secrets. Quand les garder, quand les divulguer et surtout comment. Pour moi, il y a 2 conclusions possibles. Soit il y a un secret et quelqu'un sait ce qu'il se passe, soit il y a un secret et personne ne comprend ce qu'il se passe. Mais ils savent qu'ils ne peuvent rien divulguer. Il serait temps de se rendre compte qu'en partageant ces informations, on pourrait se rapprocher de la vérité. Prochainement dans Contact. Pourquoi cet ovni survolait le Montana? On peut authentifier cette vidéo. Est-ce qu'on peut écarter la possibilité qu'elle soit truquée? Ce serait difficile à falsifier. C'était là. Si un phénomène étrange s'est produit, il faut qu'on interroge le témoin. La vache était mutilée. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments étranges? Le plus étrange, c'est qu'on aurait dit qu'elle était tombée du ciel. Ça aurait pu être un ovni? Qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre? Il reste des questions en suspens et certaines réponses semblent inquiétantes. Quel genre d'attaque? Il y avait des objets volants qui tiraient des rayons lumineux sur les gens. Des gens se sont fait attaquer?